Bonjour, j'aimerais vous accompagner. Oui, moi aussi, j'aimerais vous accompagner. Il y a beaucoup trop de monde ici. Les fameux alliés. Donc, ce sont ces personnages qui vont accompagner votre groupe de joueurs lors de leurs aventures. Si ça vous est jamais arrivé, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez fréquent quand on est un maître de jeu un peu généreux et qu'on crée beaucoup de personnages non-joueurs. Inévitablement, peu importe le niveau, notre groupe va finir par faire comme « Hey, on pourrait-tu l'engager, lui, pour qu'il vienne avec nous dans le donjon? » ou « Hey, le roi, il a l'air cool, il pourrait-tu venir avec nous? » Hey, ce monstre-là, je pourrais-tu lui donner un petit peu de mes rations pour qu'il devienne mon animal de compagnie? C'est inévitable. Les joueurs vont s'essayer à agrandir le groupe, à intégrer des personnages non-joueurs dans la compagnie. Moi, personnellement, je trouve ça extra. Parce qu'à ce moment-là, c'est un signe que les joueurs s'intéressent à votre monde, à vos personnages, à ce que vous leur proposez. Puis ça crée aussi des opportunités de roleplay. Vous allez avoir une voix quand les joueurs discutent de qu'est-ce qu'on devrait faire. Vous allez pouvoir arriver avec votre personnage et faire « Hey, moi aussi, je pense qu'on devrait aller là. » Tu sais, c'est juste des avantages avoir un allié au sein du groupe. Mais il y a aussi des désavantages. La plupart du temps, il va falloir que vous occupiez de cet allié-là au cours des combats, puis ça peut ralentir le déroulement, surtout qu'il y a toujours la question, à partir de quand le groupe est plein? Là, on a déjà un robot, on a apporté l'artisane avec nous, on a le barde qu'on a croisé sur la route, les 3 survivants, le mercenaire qu'on a trouvé gelé dans la montagne. Il y a plus de personnages non-joueurs que de joueurs. Fait que, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous donner quelques trucs pour gérer les alliés, puis vous aiguiller un peu sur ce chemin-là, vous permettre de ne pas non plus gâcher le plaisir des joueurs, parce que moi, personnellement, je le sais que c'est mon plaisir quand je joue à un jeu de rôle, de faire des rencontres, de me faire des amis, de voir mon personnage reflété dans les visions que les autres personnages non-joueurs ont de moi et de mes actions. Fait qu'il ne faut pas se gâcher ce plaisir-là, mais on peut quand même se donner des outils pour éviter que ça dérape. Premièrement, si vous avez juste un allié, un personnage non-joueur qui accompagne le groupe, je pense que vous n'avez pas de souci à vous faire. Un allié, un ami, que ce soit le mentor d'un des joueurs, que ce soit le cléric qui a décidé de les guider, le rôdeur qui les amène de l'autre côté de la montagne, ça, il n'y a pas de souci à se faire. Trouvez-vous un petit stat block super simple, avec des points de vie, avec une classe d'armure et avec 1 ou 2 actions possibles pour le personnage, et vous êtes en business. Vous allez pouvoir le rouler sans trop de problèmes. Le conseil principal que je vous donne, c'est quand vient le combat, assurez-vous d'avoir une miniature qui le représente sur le champ de bataille pour ne pas l'oublier, parce que moi, à peu près 50% du temps, c'est ça qui se passe. La bataille commence, tout le monde se met à se battre, puis là, le monde sont comme « Hey, Grau, il était pas avec nous? » Puis là, t'es comme j'ai pas mis de miniature pour Grau. Fait que, non, il était aux toilettes. Fait que, assurez-vous de vous souvenir des personnages présents avec les joueurs et de rappeler souvent au groupe qui sont accompagnés de X et X personnages. Overthinkez pas trop non plus l'action du personnage non-joueur en combat. L'idée, c'est que c'est pas le héros de l'aventure. Les joueurs vont vous pardonner si le tour de Grau, le rôdeur, n'est pas extraordinaire, s'il ne vient pas complètement changer le cours de l'histoire. Fait qu'assurez-vous d'avoir un mouvement signature. Le guerrier attaque, et il rate ou il touche. Le cléric, il guérit. Le mage envoie des projectiles magiques, point barre. Fait que perdez-vous pas dans une liste de 36 sorts que vous allez devoir contre-vérifier quand le combat se produit. Non, ça va être l'enfer. Simplifiez au maximum. Deuxième option que vous avez aussi, qui est super intéressante, c'est de prendre le stat block du personnage non-joueur qui accompagne le groupe et de le donner au groupe. Donc, s'ils sont accompagnés, par exemple, d'un guerrier qui a été engagé pour aller de l'avant dans le donjon puis sauquer les pièges, comme on dit dans le jargon, donnez-leur un stat block avec les points de vie puis dites, c'est vous qui le gérez. Comme si vous aviez un deuxième personnage. Stat block très simple, mais l'intérêt de ça, c'est que vous avez déjà beaucoup de monstres à gérer. Fait que ça va vous enlever une pression d'avoir à en plus penser aux personnages non-joueurs dans le combat. Eux autres, ils ont juste un bonhomme à rouler. Hey, moi, j'ai comme genre 4 monstres, un mage, 2 pièges.
Vous pouvez déléguer, vous n'avez pas à vous stresser de ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que soudainement, les joueurs vont voir le PNJ qui les accompagne comme une ressource. Et ils vont se dire, « Hey, ça serait-tu cool que je donne l'anneau de résistance à Grau parce que je pense que ça l'aiderait à... » Fait que soudainement, ça devient vraiment une ressource pour le groupe. Le troisième point, c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter récemment, c'est d'automatiser les alliés. Par exemple, dans une aventure qu'on a faite pour Dungeon Crawl Classics, le groupe était accompagné d'un petit groupe de 5 survivants. Puis dans mon autre campagne de Pathfinder, il y avait des pirates avec eux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les pirates ou tous les survivants et j'en ai fait un stat block représenté par une simple table. Le groupe de joueurs agissait au même round d'initiative. Fait que, mettons, les pirates, ils agissaient toujours à la fin du round, tout le temps. Puis je roulais un des 4, puis selon le résultat, j'avais 4 entrées possibles. Les pirates essaient d'attaquer, mais ils ont l'air ridicules. Les pirates réussissent à blesser un petit peu, font 5 dégâts. Les pirates font 10 dégâts. Les pirates se cachent. Fait qu'il y avait vraiment juste 4 entrées possibles. C'était un des 4 qui déterminait. Je roulais pas de jet d'attaque. Je roule pas de dégâts. Puis ça simplifiait tellement la vie. Puis le groupe de joueurs appréciait aussi le fait que j'essayais de sauver du temps. Parce que si j'avais fait une attaque pour chaque pirate ou chaque survivant, on aurait vraiment perdu beaucoup de temps. Fait que si ça vous intéresse de voir un peu mes réflexions, j'ai mis sur notre boutique itch.io un document avec différentes tables qui représentent des alliés automatisés. C'est super simple, c'est une petite table que vous avez juste à rouler un des 4 ou un des 6 à la fin du round pour découvrir quel est l'apport de l'allié au combat. Puis dépendamment de sa classe, il y a différents effets qui sont vraiment simples. L'idée, c'est vraiment là, de simplifier ça au maximum. Fait qu'il n'y a pas de jet d'attaque, il ne provoque pas de jet de sauvegarde de l'adversaire. C'est vraiment juste tu roules, il se passe de quoi? Un peu de dégâts, un effet de jeu, un avantage, rien d'autre. Ça aide vraiment beaucoup à sauver du temps parce que c'est le gros désavantage d'intégrer des alliés. Ils viennent gruger beaucoup du temps des joueurs pendant la bataille. Le moment où ça dégénère, c'est quand il y a un joueur créatif qui essaye de pousser ce concept-là au maximum. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais demandé à mon maître de jeu, « Mais attends, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste demander au roi d'engager une armée pour venir avec nous dans le donjon? Ce serait bien plus le fun. On n'aurait pas à risquer notre vie. L'armée le ferait à notre place. » La réponse à ça, elle est évidente, c'est qu'il n'y aurait pas de jeu si on n'était pas impliqué. Mais quand tu es jeune, soudainement, que tu te mets tellement dans l'univers, tu es comme « Attends, je le sais ce que je vais faire. On va lancer le sort niveau 9 portail. On va appeler un soleur qui va se battre pour nous. C'est une créature challenge rating 17. Ça va être bien plus facile, ce combat-là, si on a un challenge rating 17 à nos côtés. Je vais faire ça tous les jours. Regardons, on va en avoir 20. Invoquons 10, 20, 30 solars. Ça peut rapidement dégénérer. J'aime aussi le fait que, des fois, dans la cohérence de l'histoire, c'est logique que votre groupe devienne tellement populaire qu'il y a une armée qui se rassemble autour de vous. Mais là, moi, je me souviens d'avoir paniqué aussi comme maître de jeu quand mes joueurs avaient ces réflexions-là, parce que t'es comme, le donjon ne marchera pas si vous y allez avec 200 personnages non-joueurs. Il n'y aura plus de danger, plus de combat, plus de tension. Mais il y a toujours une façon de tisser ça dans la narrative. L'idée, c'est que si vous dites juste non, tu ne peux pas invoquer un allié puissant, non, le mage niveau 19 ne peut pas t'accompagner, non, tu ne peux pas utiliser ton gros sort pour invoquer une créature qui dérangerait mes plans, bien, vous réduisez le champ des possibles de vos joueurs. Puis c'est aussi ça, le plaisir de tisser une histoire fantastique, c'est qu'il y a des affaires extraordinaires que tu peux déployer, surtout quand tu deviens très, très haut niveau. Il faut combattre un petit peu notre envie de dire non. Et il faut parfois mettre des patchs pour que ça fasse du sens et que le jeu demeure ce qu'on aime. Moi, ce que je fais souvent, là, je me souviens, à la fin de Curse of the Crimson Throne, Luko Maimei, qui était devenu capitaine de la garde, qui était notre War Priest, gnome, qui était extraordinaire. Il avait atteint son rêve, il était à la tête de la garde de la ville et il dirigeait une centaine de gardes, plus une petite escouade de gnomes très violents. L'idée, c'est que pour éviter justement qu'il y ait 200 personnages dans le combat final, il a fallu qu'on crée une scène épique où l'armée devait être impliquée. Donc, il y avait un combat, là, un champ de bataille qu'on a représenté de façon très abstraite. On l'a raconté, on se l'est conté. Où est-ce que les troupes de Maimei étaient lancées à l'assaut de la capitale.
Puis les soldats de la reine essayaient de l'empêcher d'entrer dans la forteresse. Donc, toute l'armée de Mémé avait une importance clé dans notre histoire. C'est eux qui ont affronté l'armée de la reine pendant que le groupe de joueurs infiltrait le château et se battait one-on-one contre le monstre final. Vous comprenez? Toujours façon de faire ça. Même si vos joueurs deviennent amis avec un dragon, vous pouvez faire surgir normalement un autre dragon qui va venir affronter dragon contre dragon pendant que vos joueurs affrontent la menace que vous aviez prévue pour eux. Toujours façon d'occuper les personnages non-joueurs que vous ne voulez pas voir dans votre piste d'initiative. Inévitablement, c'est possible, c'est du jeu de rôle. Ça se peut comme mener, les joueurs insistent, puis sont comme non, 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 attends, il y en a un qui vient avec moi, puis là, ça se peut que vous tombiez dans une situation où il y a quand même de l'abus et qu'un des joueurs, son plaisir, c'est d'essayer que d'autres personnages se battent à sa place. Peut-être que ça va vraiment causer un problème pour les autres joueurs. Peut-être effectivement que si votre joueur insiste pour que son armée vous accompagne dans le donjon, les autres joueurs se sentent un peu délaissés, dilués dans cette masse de personnages non-joueurs. Ayez pas peur alors de discuter avec le joueur qui crée cette situation problématique-là. Puis de juste faire « Ah, je comprends ce que tu veux faire, mais là, c'est parce que c'est un peu... ça va gâcher un peu l'histoire, tu comprends? » Tu sais, juste ça, oui, ça peut être décevant, oui, c'est un dernier recours, mais parfois, il suffit de faire un petit drapeau pour signaler au joueur qui dépasse les limites pour que celui-ci fasse « Ah, ok, oui, non, t'as raison, excuse-moi, je... » Tu sais, juste discuter, des fois, ça résout tout le problème. Puis comme toujours, si le joueur fait « Non, pas question! » puis qu'il se met à tout détruire, ben là, peut-être que la solution, c'est juste de demander poliment à ce joueur-là de colisser son camp. Surtout s'il détruit tout. Je veux dire, c'est pas poli, ça. Personnage non-joueur ou pas, détruit pas tout. Je sais pas pourquoi je me fâche sur une situation imaginaire, mais I guess que c'est un peu ça les jeux de rôle. Fait que voilà Internet. Est-ce que t'as un allié, un personnage non-joueur célèbre, mémorable? Parce que ça crée des moments, hein, quand un personnage non-joueur risque sa vie pour nous, qui nous sauve, qui sacrifie, on s'en souvient. Fait que gênez-vous pas à les intégrer, peu importe la façon. C'est un élément clé d'une bonne partie d'un jeu de rôle. Puis d'ailleurs, à ce propos, j'ai l'impression qu'on se dirige pas mal vers les 10 000 alliés de la chaîne Jeux de rôle. Les gens se sont abonnés en masse, n'hésitez pas à le faire vous aussi. Si vous aimez nos conseils Jeux de rôle, nos parties de Donjons Dragons comme Gregenroth ou nos vidéos sur le lore, sur les meilleurs items magiques, les meilleures classes, ben, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plein d'autres vidéos de ce type. Et là-dessus Internet, je vous souhaite beaucoup d'amis dans la vraie vie comme dans la fausse qu'on s'est inventée.